On est aujourd'hui le jeudi 26 juin et on va vous parler de la lutte du peuple kényan, du fameux sommet de l'OTAN et on va finir avec un petit peu de foot. Bienvenue sur Actu Réfractaire. On va commencer par vous parler de ce qui se passe au Kenya, parce que hier, une manifestation a été violemment réprimée. On parle de 400 personnes blessées, dont 83 dans un état critique et 8 personnes qui ont été tuées sous les balles de la police. Et ces manifestants, ils étaient venus fêter un anniversaire, celui du grand mouvement citoyen de 2024. Donc pour tout comprendre, installe-toi et on va remonter le fil des événements. Le Kenya est un pays africain qui accueille des investissements massifs pour construire par exemple d'immenses autoroutes qui traversent la capitale Nairobi. Cette autoroute, elle a été inaugurée en 2022, mais elle est inaccessible parce que beaucoup trop chère pour la grande majorité des Kenyans. Du coup, ces dépenses publiques sont utilisées par les riches et servent surtout à enrichir des grands groupes industriels qui vident les caisses de l'État. Mais le président William Ruto, élu en août 2022, promet qu'il va donner du travail, réduire la dette et améliorer le pouvoir d'achat des plus pauvres. Mais un an plus tard, il a supprimé les aides sur les produits alimentaires et sur le carburant. Et en plus, il a instauré un nouveau prélèvement de 1,5% sur les salaires, le tout sous le conseil du Fonds monétaire international. Et oui, le FMI veut continuer à pomper l'argent public pour les affaires des industriels. Tout comme le président kényan, qui est un bon élève du FMI et qui est célébré par la bourgeoisie du monde entier, de Dubaï à Washington. Mais William Ruto, il s'arrête pas là, puisqu'en 2024, il lance une nouvelle salve de taxes sur le pain, l'huile de cuisson, les serviettes hygiéniques, les paiements mobiles. Mais cette fois, c'est l'étincelle qui va faire exploser la colère du peuple kényan, puisque des milliers de manifestants descendent dans la rue de la capitale et affrontent la répression policière. Et ce mouvement, il culmine par la prise du Parlement. Et oui, le peuple est entré dans le lieu de pouvoir pour exiger la démission du président. Résultat, pour sauver sa peau, le gars, il a retiré son projet de loi qui allait taxer tous les produits de première nécessité pour financer son budget. Mais cette victoire, le peuple va la payer très cher. Déjà, il y a eu plus de 40 morts dans les manifestations. À la suite du mouvement, plus de 80 personnes ont été enlevées et certains sont encore aujourd'hui portés disparus. Et donc, après la corruption et le pouvoir d'achat, c'est la violence de la police qui devient un sujet de révolte. D'ailleurs, récemment, un enseignant de 31 ans a critiqué un haut responsable de la police sur les réseaux sociaux. Résultat, le gars s'est fait arrêter et il a été retrouvé mort quelques heures plus tard dans sa cellule. Et la police a tenté de camoufler sa mort en suicide, mais les légistes ont démenti cette piste. Du coup, depuis plusieurs semaines, les manifestants sont descendus dans les rues pour protester contre la répression d'État. Et les manifestations tournent rapidement au chaos parce que la police lance immédiatement les lacrymogènes et charge les manifestants. Et ça va très loin. Par exemple, il y a un policier qui a tiré à bout portant sur un vendeur et la scène est devenue virale. Mais le régime présidentiel s'enfonce alors dans la répression et a même recruté des bandes de civils armés pour s'en prendre aux manifestants. Pourtant, les manifestations continuent parce qu'en fait, les révoltes, c'est la seule perspective d'une jeunesse qui réclame les emplois que le président avait promis. Et tout ça a alimenté les grandes manifestations qui ont eu lieu hier pour l'anniversaire du mouvement populaire de 2024. Malheureusement, ces manifestations ont été le théâtre d'une répression extrême. Donc face à un pouvoir qui connaît que la violence, comment s'organiser ? On vous laisse en discuter en commentaire et si tu as des infos plus précises de ce qui se passe au Kenya, on lira ces commentaires avec grand intérêt. Allez, pendant toute la semaine, on vous a épargné un petit peu ce grand sommet de l'OTAN, mais maintenant que c'est terminé, on peut vous faire un petit bilan. Mais avant ça, c'est quoi l'OTAN ? C'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Et en gros, c'est une organisation qui coordonne les alliés stratégiques des États-Unis. D'ailleurs, sans surprise, à ce sommet, l'administration états-unienne a obtenu ce qu'elle voulait, c'est-à-dire l'augmentation des dépenses militaires des régimes européens. Donc les dépenses militaires devront atteindre 3,5% du produit intérieur brut des États européens. Ouais, vous avez bien entendu, c'est Trump qui décide que l'argent public que nous, on cotise, va finir dans la poche des industriels de guerre. L'État espagnol a été le seul à s'opposer frontalement à cet accord en refusant de donner plus de 2,1% de son PIB à l'armement. Résultat, Trump menace de doubler les droits de douane contre les produits espagnols. Mais c'est quoi l'intérêt de Trump là-dedans ? Il a déclaré qu'il veut retirer les troupes états-uniennes du continent européen. Et ces menaces, on peut les interpréter dans le sens où là, il a un soutien qui se renforce à l'armée israélienne qui est littéralement sous perfusion de munitions états-uniennes. Et donc dans cette situation, l'administration états-unienne pourrait avoir intérêt à dégager ses troupes d'Europe
Europe pour les mettre au Moyen-Orient ou pour les orienter direction mer de Chine. Et puis c'est un synonyme de débouché économique pour les industriels états-uniens, dont Trump est, on vous le rappelle, le représentant du commerce. Puisque cette augmentation des dépenses militaires, c'est autant de nouveaux contrats sur lesquels vont pouvoir se jeter des entreprises comme Anduril par exemple. D'ailleurs, on vous parlait cette semaine d'Anduril, le géant états-unien de l'armement de haute technologie qui vient tout juste de signer un contrat juteux avec l'État allemand. Donc maintenant, vous savez dans quelle poche elles finissent nos taxes. Et du coup, on va bien finir comme il le faut en parlant de foot. Et oui. Il y a un nouveau club de première division qui a été relégué en seconde division par la Ligue de football professionnelle. Et pas n'importe quel club puisqu'il s'agit de l'Olympique Lyonnais qui jouait encore l'Europe cette année. 5-4 quoi. 5-4, ils ont réussi à perdre ce match, ça m'en fout ça. Un club historique qui a fait notre enfance, notamment avec Canal+, Juninho, etc. Alors pourquoi cette relégation? À cause de mauvais résultats sportifs? Non, à cause de mauvais résultats financiers. Le gros problème étant que le football professionnel est devenu un business pour des parasites propriétaires qui utilisent nos structures pour détourner un maximum de pognon. Et la structure footballistique se retrouve alors déficitaire et après des années de galère, ils sont relégués en division inférieure par l'administration du foot par manque de stabilité financière. Pour le cas de Lyon, le précieux Romain Molina en parle très bien sur sa dernière vidéo sur sa chaîne. Et c'est très important d'ailleurs, enfin on le sait bien à Guingamp, quoi, ça change beaucoup de choses dans une ville, qu'on soit en Ligue 1 ou en Ligue 2. Il y a énormément d'activités économiques qui s'effondrent à cause de ça. D'autant qu'on comprend pas très bien ce que ça va arranger dans les affaires lyonnaises parce qu'en fait ils vont juste perdre énormément d'argent, que ce soit de retransmission télé ou alors directement de billetterie en allant en Ligue 2. Et donc en fait ils vont se rapprocher petit à petit du dépôt de bilan parce qu'ils ont énormément de frais d'infrastructure. Et voilà comment la corruption généralisée des actionnaires rapaces et globalement du système de propriété privée des clubs saccage notre sport et nos villes. Du coup les Lyonnais, si le rappel vous l'avez pas, et on se dit à la saison prochaine. D'ailleurs Molina il sort là le 7 juillet un gros travail d'investigation, un bouquin que vous pouvez précommander avec le lien en description. Ah oui, on finit avec une précision d'ailleurs, le terme de régime pour qualifier l'État algérien, ça fait des débats en commentaire. Et nous on revendique ce terme puisque l'Algérie c'est bien un régime présidentiel, comme dans d'autres pays où le régime est monarchique, au Maroc par exemple. Bref, partout où il y a un État, en fait, il y a un régime. Mais disons que régime, dans la propagande occidentale, c'est un peu le mot facile pour désigner des adversaires géopolitiques, tu vois, on parle de régime iranien, ou alors de régime russe, de régime nord-coréen, jamais de régime états-unien ou de régime français. Donc à l'avenir, on utilisera ce mot régime, oui, mais pour définir la clique qui dirige différents États, et ça qu'importe, qu'ils soient français, états-uniens, algériens, régime pour tout le monde. Dans la blague, c'est le même régime pour tout le monde, c'est ça qu'il faut dire. En tout cas, discuter avec vous en commentaire, ça nous a donné quelques idées pour peut-être plus tard parler en détail du pouvoir algérien. Allez, c'est tout pour l'actu réfractaire du jour. On l'a écrite avec Nico, c'était Pixel au montage, Betsy à la miniature et Antoine qui répond à vos commentaires. Et on se retrouve demain à 18h. Des bisous, ciao.